Monsieur l'ambassadeur, depuis quelque temps, notamment depuis le week-end dernier, les bandits sortent de leur trou, les bandes criminelles, pour tenter de s'imposer ou encore de gagner de nouveaux territoires. Vous êtes présent sur le terrain, vous êtes en Haïti et vous vivez, comme nous autres, cette terrible situation. Quelle est donc la réaction de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince? Ah, bien sûr, nous sommes préoccupés avec ces actions des gangs comme toujours. Alors, c'est les gangs qui toujours attaquent la population, qui veut déstabiliser la vie de chaque Haïtien. Mais je pense en même temps, c'est un certain signe de succès. On a vu qu'avec les actions du gouvernement d'Haïti, avec l'appui de MSS, il y avait des tentatives de prendre l'un des leaders des gangs. Et ça a créé, je pense, une réaction. Même dans notre quartier, il y avait des efforts pour trouver vite l'homme. Avant, il y avait les attaques directes contre barbecue. Alors, je pense qu'il y a une certaine préoccupation des gangs qui maintenant, ils voient il faut réagir dans un certain sens. En même temps, avec les attaques déplorables contre la population artibonite dans les autres villes, on a vu les tentatives des gangs de créer des crises dans les autres zones du pays. Puisque les ressources qui sont limitées de sécurité doivent être divisées. Mais en effet, nous savons qu'on a vu que c'est avec un certain courage que la police nationale, l'armée nationale, les éléments de MSS, ils sont engagés même dans notre quartier aujourd'hui et dans les autres régions du pays, parce que nous savons soit de conseil présidentiel, soit de premier ministre, nous savons que tous les Haïtiens, ils cherchent un big win, quelque chose de concret qui peut montrer que même avec les ressources toujours limitées, qu'il y a cette capacité de faire face aux gangs. Alors pour nous, c'est la priorité des priorités. Comme vous savez, la semaine dernière, il y avait une visite d'un autre officiel de Maison-Blanche de notre Conseil national de sécurité. Et là, le message était de notre appui pour la sécurité nationale, pour le progrès national vers des élections, vers des réformes, mais aussi de dire que c'est pas le moment maintenant d'avoir des divisions politiques, soit au niveau de TPC, de CPT, soit au niveau du gouvernement avec les chefs d'État. C'est le moment de concentrer, d'être unis dans ces efforts contre les membres de gangs qui, depuis longtemps, a voulu détruire la vie de chaque Haïtien. Je demeure quand même confus à entendre le terme succès de votre bouche, alors que depuis le week-end dernier, depuis jeudi dernier, monsieur l'ambassadeur, c'est un cauchemar pour les habitants de Solino, de l'Arcahaie. Et les gangs gagnent du terrain, je veux bien le répéter, monsieur l'ambassadeur. Et je ne comprends pas, et je me suis dit que beaucoup d'Haïtiens peuvent avoir des difficultés à comprendre le succès dont vous parlez, monsieur l'ambassadeur. Je pense, non, bien sûr, il y avait les attaques partout, mais ça c'est une réaction des efforts du gouvernement, les efforts des MSS. Il y a même aujourd'hui une discussion au niveau du Conseil de sécurité à New York concernant le futur de MSS avec l'appui du gouvernement haïtien pour avoir une mission de paix qui peut avoir plus de ressources, mais même avec les ressources existantes. Nous voyons que le chef de police, nous voyons que le commandant de MSS, ils sont engagés chaque jour. Il faut réagir, mais je pense pour la première fois depuis longtemps, il y avait un changement de tactique. C'est le gouvernement qui veut attaquer les gangs et ça, c'est la réaction. La réaction des gangs est de créer plus d'instabilité. C'est pas sûr. Alors, c'est clair qu'il y a des risques avec cette stratégie. Les éléments de sécurité, avec les ressources qu'ils ont, ils sont prêts d'attaquer, mais nous savons qu'il y a toujours des limites de leur capacité. Mais nous savons qu'au moment qu'on peut prendre l'un des leaders, ça sera un changement significatif, je pense, psychologique. Ce que nous avons vu, que n'était pas le cas avant, nous avons vu en réaction, les gangs sont plus près de coopérer l'un avec l'autre. De passer au maximum, la coordination entre les gangs était de faire la même chose au même temps dans leur zone. Mais on a vu ici, dans Tabar, il y a des renforcements des autres groupes à Vitalon.
Et dans le passé, on n'a pas vu la volonté des gangs de partager leurs ressources avec les autres. Et ça, c'est une réaction. Monsieur l'ambassadeur. Il y a des risques, je pense, pour les prochaines semaines, mais le fait que les gangs sont maintenant en réaction de cette nouvelle stratégie, ça indique même de mon point de vue un progrès. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors du plan original, du concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et c'est constant avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter
la capacité être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui éventuellement on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de accepter bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, c'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs. Mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu de plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées. Aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de tabac.
Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis par exemple, serait derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, j'ai vu même aujourd'hui, et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera en pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation de même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, et je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait la contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération, mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de la communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité, mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris à travers vos propos, monsieur l'ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, je dirais même le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Je pense que la phrase créole est « il n'y a pas jeté un chaudier usé pour chaudier neuf ». Alors, ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le processus politique. On a vu et on a salué le Conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant la commission électorale, pour établissement la commission pour la réforme constitutionnelle, même pour établir ce gouvernement avec un premier ministre qui a beaucoup travaillé. Dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts de choisir les gens, particulièrement en termes de sécurité, qui sont dédiés, qui veulent avoir des changements, qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer, mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours du côté de présidence, avec le débat sur le changement constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État. Il y a beaucoup à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, des autres priorités du gouvernement, qui c'est l'obligation
du gouvernement du Premier ministre et son cabinet. Alors, c'est le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. On a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était, en vérité, c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui ont décidé de travailler ensemble en termes de futur du pays, et il faut continuer dans ce même aspect. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement dans son ensemble, le CPT et la primature ont le plein soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, non, bien sûr. Si on voit la situation quand je suis arrivé en mars, à ce moment, il y avait le risque de collapse complète de sécurité. On a même parlé de possibilité à ces jours d'avoir un président barbecue. Alors, ils ont travaillé, toutes les forces ont travaillé beaucoup pour être loin de cette possibilité. Mais c'est important de maintenir ce progrès, c'est important de continuer vers les entrées des Haïtiens pour pas retourner à ce même risque que les gangs peuvent gagner. Maintenant, je pense qu'un peu des activités des gangs et le fait qu'ils voient une certaine instabilité politique. Et c'est pas utile de donner cette image aux gangs qu'il y a la possibilité de déstabiliser la stabilité du pays au niveau politique pour des questions de sécurité, des conflits armés. Les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, supportent la mission MMS qui compterait 2500 hommes. Mais nous avons appris que le camp ne peut recevoir que 1000 hommes. Quand est-ce que, ou encore comment est-ce que vous allez aider à augmenter la capacité? Bon, dans ce sens, oui, le camp principal, dans la stratégie de gouvernement avec le MSS, il y a des idées d'avoir des autres petites zones de contrôle. Nous sommes déjà avancés d'avoir une petite base de MSS École nationale de police. Il y a l'idée d'avoir une autre base au niveau de porte qui c'est directement lié avec la sécurité économique du pays. Alors, dans ce sens, c'est l'idée de créer des autres zones en avance. Et ça, c'était la stratégie de MSS. Parce qu'on a vu dans le passé, si les éléments de sécurité font une visite dans une zone, mais ils doivent retourner chez eux en fin de journée, ça veut dire que les gangs seulement, ils vont retourner. Alors, il y a cette stratégie avec l'appui du gouvernement américain et avec les autres partenaires de voir comment nous pouvons augmenter les lieux de présence, soit de police nationale, soit de MSS, soit de l'armée nationale. Monsieur l'ambassadeur, il est évident aujourd'hui que la formule CPT et primature bat de l'aile, surtout suite au scandale des 3 conseillers impliqués dans la corruption présumée. Pouvez-vous partager le point de vue de votre gouvernement à ce sujet? Bon, on a laissé aux Haïtiens de trouver leur propre solution. C'est pas idéal et je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas contents que les impliqués sont toujours là. Mais le plus important était de maintenir la stabilité de l'institution, d'avoir une institution qui peut travailler. Je sais que maintenant, avec le rapport de l'ULCC, ça donne au gouvernement, il doit décider de ce qu'il veut faire avec les gens, s'il y aura une enquête formelle ou non. Nous avons accepté et nous avons même salué cette résolution parce que c'était important d'avoir une solution pour continuer avec le CPT. C'est dans le domaine légal du gouvernement de comment il va continuer dans ce sens. Mm-hmm. Pour nous, nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, de voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser. Il y a toujours ces utiles qui sont à notre disposition dans un sens bilatéral de montrer qu'il y a les gens qui sont contre les entrées de population haïtienne. Mais, par exemple, quand nous avons fait la visite la semaine dernière, nous avons parlé avec tous les membres du conseil présidentiel parce que c'est l'institution et nous n'avons pas le choix de dire non, on va parler seulement avec l'un ou l'autre. 2 dernières questions, monsieur l'ambassadeur. Comme il a été convenu, on n'allait pas déborder. Deux dernières questions. D'abord, si les Haïtiens arrivent à trouver suffisamment de fonds pour payer les frais que réclame le Salvador, par exemple, pour venir résoudre le problème des gangs, quelle sera la position des Américains face à un accord bilatéral entre ces 2 États?
C'est la première question. OK, bien. Toujours le gouvernement haïtien, c'est souverain. Ils ont le droit de faire des contrats, de faire des organisations de sécurité. Déjà, si on parle d'El Salvador, ils sont déjà engagés pour un déploiement en faveur des MSS, des hélicos d'évacuation pour les gens qui sont blessés dans le combat. Et nous sommes avec eux toujours en termes de voir où se trouvent ces hélicos et quelles sont les conditions meilleures pour leur présence. Parce que vraiment, on a vu avec maintenant, il y a des éléments de MSS à Artibonite, il y a des zones qui sont assez distantes de l'aéroport, alors il faut avoir la capacité de transport. Et même nous saluons que c'était les efforts du gouvernement haïtien qui a trouvé le financement pour l'hélico qu'ils ont eux-mêmes alloué pour aider avec l'assistance aux polices nationales. Alors toujours, c'est le droit souverain du gouvernement de faire le propre accord avec les autres pays. La ministre Dominique Dupuis a affirmé récemment que réussir la transition maintenant est plus importante que réussir l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que pour le fait que finalement il y a une CIP, ça c'est important et c'est quelque chose qui n'a pas passé pendant plusieurs années. Ça donne la condition pour avancer vers des élections. Il y a aussi ce comité qui doit proposer en référendum vers le mois de février de décider quel type de gouvernement. Nous savons comment sera difficile ces élections parce que c'est pas évident qu'il y aura 100% de sécurité dans toutes les régions du pays si on parle des élections en octobre, novembre de l'année prochaine. Il y a des options. Il y a des options que le gouvernement a discutées. Il y a des options qu'on a vues dans les autres pays. Mais c'est vraiment, je pense, avec le dialogue de quel type de gouvernement il y aura, quelle sera la participation de diaspora dans ces élections, quelles seront les conditions de sécurité sur le terrain. Est-ce que ce sera possible pour tous les Haïtiens de faire des élections au même jour? Est-ce qu'il faut avoir une autre formule? Pour nous, c'est important et nous avons noté depuis le commencement de commission présidentielle, ils ont souligné en date finale de leur mandat qui c'est en février de 2026. Alors, jusque maintenant, je n'ai pas vu un manque de volonté politique, ni du côté du chef d'État, ni du chef de gouvernement pour le lieu des élections. Mais il y aura bien sûr les questions techniques, sécuritaires de voir et nous savons qu'il y aura du côté de l'ONU, il y aura un groupe de voir les nécessités dans le mois de novembre. Et avec cette étude, je pense que la communauté internationale sera mieux préparée de voir si ces dates sont raisonnables, si on peut le faire. Moi, j'entendais l'ambassadeur d'abord parler d'un big win, c'est-à-dire une grande victoire, un coup d'éclat en matière de sécurité. Je pense que c'est extrêmement important. Ça a montré qu'il y a la recherche toujours d'une stratégie appropriée pour la question de sécurité. Maintenant, au niveau politique, moi, j'entendais tout que les États-Unis préoccupés par la situation délétère qui existait dans deux sens au niveau politique. À la fois, le caractère bicéphale du pouvoir exécutif, même s'il n'est pas dit directement, côté conseil présidentiel là, avec le Premier ministre là, en conflit ouvert, et aussi situation qui prévaut côté trois conseillers qui ont en difficulté politique par rapport aux allégations de corruption. Et moi, j'entendais que l'ambassadeur a essayé de faire Haïtien comprendre que ça, c'est pas ça lié. Comme quoi, il y a des avancées faites en matière de sécurité. Il parlait de succès. Surtout que parler de succès et que c'est ça qu'a fait la aujourd'hui, c'est une réaction des bandits à des efforts qui faits de la part du gouvernement et la police nationale, la mission multinationale. Par contre, si je mal comprendre. Oui, bon, tout à fait. Je pense que le peuple haïtien a certainement salué que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont fait de gros efforts. C'est évident, on ne peut pas décourager ça. Mais pour la plupart des Haïtiens, dans une situation chez nous, la situation sécuritaire au fait est empirée parce que le fait que il y a 2-3 personnes dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, dans Andimi et Odelma, avec Pétionville et un petit parti dans Boudon, plus ou moins capable de vivre avec quiétude, pas signifié pour nous-mêmes Haïtiens
que il y a des avancées au niveau de sécurité. D'ailleurs, nous, la mission multinationale d'appui à la sécurité, souvent des tout haïtiens, il y a tout son bagage qui est nul. Que Mounsao, c'est tout risqué, c'est ça à dire. Mais l'ambassadeur a obligé, parce que les États-Unis engagé dépenser comme elle dit que les États-Unis avec le Canada, c'est deux plus grands bailleurs financiers, les États-Unis en premier lieu. Donc, il a fait effort pour l'ouest, s'il est capable pas décourager la mission multinationale d'appui à la sécurité. Mais nous-mêmes, au niveau de la sécurité, qui s'haïtien, on police haïtienne qui a bout de souffle, qui a couru dans tous les sens parce que bandits sont très actifs. Effectivement, c'est parce que pas de bon big win. Non. Par exemple, vous entendez l'ambassadeur parler de M. Vitellum, il cite nommément, que vous avez fait opération pour essayer de capturer. Bon, moi-même, ancien US Marine, m'a dit que si vous avez essayé de capturer M. Vitellum, vous avez échoué. Lamentablement, et ce n'est pas stratégie ça, vous avez utilisé, ce n'est pas tactique que vous avez utilisé pour vous utiliser. Pour moi-même, moi, je dit bien avant Force Lavini que les Forces Lavini, première opération d'envergure que mission multinationale d'appui à la sécurité a participé là-dedans, il n'est pas qu'à échouer. Il faut qu'il soit bien planifié au niveau stratégique, il faut qu'il soit bien exécuté au niveau tactique. Si son big win est cherché, il a échoué lamentablement. Pour conséquence, même l'ambassade l'a fait à travers des dégâts collatéraux. L'ambassadeur a fait tout ça, il est capable, dans la question qu'on a posée, pour être capable de faire le comprendre, pour l'expliquer nous, qui rapporte qui est entre les États-Unis avec les groupes bandits qui n'ont parage ambassade là. Moi, je crois que quelque part, il y a une salade de mots qui fait l'ambassadeur un petit peu confus. Moi-même, personnellement, je ne sais pas quoi elle dit que les États-Unis ou encore l'ambassade en discussion avec les groupes, terroristes qui n'ont parage ambassade là. Je crois que c'est juste que là, c'est un petit genre difficile pour lui expliquer qui s'est passé. Moi, je crois que c'était des dégâts collatéraux parce que je ne sais pas quoi que bandits réellement voulaient attaquer l'ambassade là frontalement en tant que tel. Et je crois que c'est point ça. Et l'ambassadeur a dit, mais que l'ambassade a été vigilant, il a essayé de comprendre ce qui a passé dans les parages de l'ambassade, parce que c'est quand même extraordinaire que les États-Unis d'Amérique, qui protègent un paquet d'équipements dans le pays, pas qu'à protéger l'ambassade. Mais je profite de tout pour me dire que les États-Unis ne sont pas responsables de la sécurité externe, en dehors de l'ambassade là. Sécurité ambassade là, c'est le pays d'accueil là, Haïti qui est responsable. Par contre, à l'intérieur de l'ambassade, je crois que les États-Unis ont suffisamment d'atouts. De moyens pour défendre tête dedans. Mais c'est c'est sous responsabilité Haïti. Et évidemment, il y a un problème dans la zone pour déclarer, il n'y a pas de ni big win, ambassadeur a cherché, elle pas fait. C'est un échec pour moi lamentable parce que approche la tête douée pour verrouiller la zone. Moun pas entrer, moun pas sortir jusqu'à ce que moun soit déposer les armes ou bien yo goumé et puis force de sécurité éliminer. Malheureusement, c'est pas ça fait. Moi, ouais, que l'ambassadeur, dans la réponse que le Bayo, il parlait tout de risques, des risques pour les prochaines semaines. Est-ce que... Bon, oui, parce que... Oui, excusez, semble pas trop fini. Oui. Elle parlait de risques pour les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire que nous devons attendre à d'autres attaques de la part des bandits? Ou bien est-ce que il n'y a pas un revirement? Bon, effectivement, la population espère un revirement. Cependant, est-ce que le possible, sont questions posées, moi pas dans le secret de l'ambassadeur, matin, on fait un entretien même avec collègue qui est extrêmement édifiant avec le ministre de la Sécurité publique, de la Justice et de la Sécurité publique, qui évoquait un communiqué qui était signé, publié, qui dit que il y a des gens mal intentionnés, des individus mal intentionnés qui voulaient attaquer le Premier ministre. Donc, est-ce que l'ambassadeur a quelque part fait référence à ça? Est-ce que l'ambassadeur a voulu faire nous comprendre, tout comme des messages que vous ressortissants haïtiens, excusez-moi, américains qui sont aux États-Unis, qui sont vigilants, surtout dans la zone de l'ambassade? Bon, oui, parce que dans la mesure où une stratégie qui fait que les forces de sécurité entreprennent des opérations qui soldées par un échec, dans la mesure où notre ambassadeur à Homo, l'idéal c'était capturer Vitellum innocent ou bien éliminer le, neutraliser le. Si c'était le cas, bon, c'est un échec. Et chaque premier échec, ça attend-nous à ce que bandits mettent en position stratégique pour être capable de faire en sorte que Jean de Bagay ça pas arriver encore. Est-ce que c'est l'ambassadeur a dit prémonitoire? Si le prémonitoire, c'est un bagage qui est extraordinairement grave et nous devons attendre à ce que les forces de sécurité haïtiennes prennent disposition pour reprendre. Et moi, pour l'ambassadeur, en quelque sorte, c'est pas ça le dit. Mais mettez-nous en garde contre l'attentisme que les Haïtiens ont gagné sur la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pas que l'ambassadeur lui-même est cadeau. Est-ce que le déploiement poursuivre
est-ce que tous les policiers avec soldats qui prévoient déployer sous terrain, il n'est pas capable de tout ça. Donc, si les bandits en mode offensif, ou en mode offensif au niveau de la CAE, ils sont en mode offensif au niveau de Solino, et ils sont en mode offensif au niveau même de l'ambassade des États-Unis. Police là malheureusement à bout de souffle avec mes moyens que vous gagnez qui pas suffisant malgré certains blindés de transport de troupes que vous recevez. Donc effectivement, donc on qui vit à Haïti dans la zone métropolitaine, on doit être extrêmement vigilant par rapport à enlèvement contre rançon, par rapport à des balles perdues, côté que même le gouvernement d'où que la sécurité du Premier ministre est menacée. Donc nous songeons ça passe le président côté évoqué matin avec le ministre là. Donc on va comprendre que ambassadeur dans ce sens quand nous service que nous doit être extrêmement vigilant parce que semblait que le jour va plus sombre que puis bon même parler à l'armée moun on est capable analyser par rapport à ça des deux côtés du gouvernement haïtien et de l'ambassadeur ce matin. L'ambassadeur a dit que il n'y a pas toujours un contrôle journaliste. Là c'est de faire allusion à image que nous côté que des journalistes ont rencontré les chefs de gangs connus et l'ambassadeur a dit que lui-même tout le monde préoccupé par rapport à ça, même doit connaître que il n'y a pas de contrôle tout journaliste américain qui a rentré en Haïti. Tout à fait. Un journaliste qui a rentré en Haïti, il n'a pas même besoin d'informer l'ambassadeur. S'il fait ça, il fait juste pour qu'on ait là si tu as un problème, on dit à évacuer, américain pour évacuer. Parce que s'il a laissé rencontrer avec un groupe bandit, et puis le groupe bandit a soit enlevé ou bien il est en difficulté, par exemple, où un journaliste est venu, et CNN est venu à rencontrer Vitel Homme, juste bon ambassade là, mon qui consomme, ouais exactement qui côté côté. Si on va être arrivé, l'ambassade n'a pas fait un pour c'est pas, écoutez, bon, t'es diplomate dans l'ambassade là, qu'on l'a mis de service, bon monde qui relève, dit au kidnappeur américain, puis dans tête il pense que nous avons envoyé marine à libérer petit Lia. Je dis, monsieur Mouchou, mal comprendre. Nous parlons pour ça. Vous comprenez, même moi qui suis diplomate, si vous êtes kidnappé, vous comprenez, ce n'est pas que cavalerie a parlé de débarquer. Donc, non, ce n'est pas ça du tout. Les États-Unis n'ont pas aucun contrôle sur la liberté d'expression ou bien de fonctionner des journalistes. Les journalistes ont fait affaire, l'ambassade là, qui ne doit pas même au courant. Les journalistes là, aller sur le site du département d'État, la preuve Haïti, en niveau 4, pas voyager, li comme ça. Et l'arrivée, il prend contact en Haïti, il n'a pas rien pour avec l'ambassade là, mais on est grand pile haïtien pas comme ça. Mais l'ambassade là pas déterminé. Et qui un journaliste américain ou bien un freelanceur, n'importe américain qui décide de la venir là, ou on voit vidéo sur YouTube, côté où il vient Haïti, ou rencontrer gang, l'ambassade là pas aucun contrôle ça, le gouvernement américain pas aucun contrôle ça, moun yo fait affaire pour compte yo, yo prend risque pour compte yo, c'est contact pas yo qui pas rien pour avec les États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur est complètement correct sur ça. Est-ce que pas une différence, ou bien est-ce qu'il y a une différence entre une attaque sur véhicule ambassade là et une attaque sous ambassade là? Est-ce qu'il y a une différence? Bon, en principe, une attaque sur véhicule ambassade là, si moun qui tire son véhicule là connaît son véhicule ambassade des États-Unis, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Ouais, parce que le véhicule là jouit d'une immunité diplomatique. En dans véhicule là, c'est un peu pareil en ambassade là. Donc, si moun n'était contre ça le faire, bon oui, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Cependant, on dit que on dans la rue, il y a un bagage comme ça qui vivait, il est difficile pour déterminer ça qui passe à qui j'en le passe à l'ambassadeur Abdil, mais ça montre qui j'en même les lieux qui sont réputés être les plus protégés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et du base Artibonite, enfin, la zone métropolitaine de Port-au-Prince, je suppose qu'il va jusqu'à la CAE, et du base Artibonite, qui j'en, c'est un petit peu une contradiction dans sa ambassade Abdia, dans sa autorité Abdia, qui s'apparente en quelque peu à une propagande, parce que, ouais, la situation extrêmement corsée, je ne pas l'ajouter sous lui, mais ça a démontré dans quel sens que on s'est prudent comme un magot ou bien comme n'importe quel citoyen, ou réellement pas en sécurité en Haïti aujourd'hui. Moi, je t'ai posé, ambassadeur, une question sur l'option négociation entre le gouvernement et les chefs de gang pour une dégel situation. Et comme je connais que les Américains toujours dit qu'ils n'ont même pas négocié avec les terroristes, et même dans le cas pas noir, je vois que l'ambassadeur en parlait, il dit non, pas de négociation.
Bon, Haïti, c'est un pays souverain, premièrement, malgré tout ça, nous entendons. Donc, ça, autorité haïtienne a décidé de faire, c'est ça regarder et engager que eux-mêmes. Cependant, Haïti impliqué dans un contexte international à travers la mission multinationale d'appui à la sécurité, que le Conseil de sécurité, le 30 septembre, qui se passait là, renouvelé mandat avec la résolution 2751. Et puis bon, il y a une résolution 2752 qui suit, qui établit, qui projette le régime de sanctions. Notamment interdiction de voyager, gel des avoirs et embargo sur les armes contre monde cap semer plutôt le deuil ou bien monde cap encourager monde cap semer le deuil dans le pays. Donc dans le cadre international ça, il est difficile pour l'autorité haïtienne entamer une discussion directe avec des gens qui ont des armes qui apparentent à des terroristes qui ont terrorisé la population.